Nous verrons ici la définition générale d'un virus. Avant tout, précisons qu'aujourd'hui, on entend souvent dire que les systèmes Unix comme macOS, les systèmes Linux basés sur Debian, Red Hat et autres systèmes Linux sont des havres de paix en ce qui concerne les virus. Il est vrai que le système de fichiers est robuste face aux infections. L'ensemble des fichiers système possède des privilèges root et un mot de passe super utilisateur est nécessaire lors de la lecture, l'écriture ou l'exécution d'un tel fichier. Pourtant, ces principes ne sécurisent pas à 100% ces systèmes face aux programmes autoreproducteurs, c'est-à-dire les virus et les vers, et ce, sans même prendre en compte les failles et vulnérabilités logicielles qui sont généralement de type débordement de mémoire tampon, que je présenterai lorsque j'évoquerai le célèbre vers Internet de Robert Morris qui a sévi en 1988. Alors, les virus concernent en fait l'ensemble des systèmes qui présentent les caractéristiques suivantes. Alors tout d'abord, une mémoire de masse dans laquelle le programme infecté est présent sous forme inactive. Ensuite, une mémoire vive qui concerne la création de processus. Le programme y est copié lors de son exécution. Un processeur ou microcontrôleur. Et enfin, un système d'exploitation. On comprend donc que les virus concernent les ordinateurs, les serveurs, les smartphones, les systèmes embarqués, et ainsi de suite. Alors, voilà. Maintenant, avant de présenter les virus et les vers, il faut bien comprendre qu'il existe deux types d'infections informatiques, à savoir les infections simples. C'est le cas par exemple des bombes logiques, des chevaux de Troie, des leurres, des keyloggers, des rats, etc. Et les infections de code autoreproducteur, c'est le cas des virus et des vers qui vont principalement nous intéresser. Mais nous verrons également que tout ce qui est bombes logiques, chevaux de Troie, sont généralement des charges finales utilisées par les virus ou les vers. Alors, la définition de l'infection informatique qui a été adoptée est celle-ci. Il s'agit d'un programme infectant simple ou autoreproducteur à caractère offensif, s'installant à l'insu du ou des utilisateurs dans l'environnement informatique cible en vue de porter atteinte à la confidentialité des données. C'est le cas lorsque le virus vole des informations personnelles qui peuvent être sensibles. Ça peut être des informations personnelles d'un individu ou d'une entreprise. L'intégrité du système et des données, c'est le cas des virus dits destructeurs. La disponibilité du système, la disponibilité des données, on pense bien évidemment au bien connu rançongiciel par exemple, ou encore susceptible d'incriminer à tort son possesseur ou l'utilisateur dans la réalisation d'un crime ou d'un délit. Vous savez que des infections permettent de créer ce qu'on appelle des botnets ou zombies qui pourront servir aux pirates d'utiliser votre ordinateur pour faire par exemple des attaques par déni de service, et ce sans même que vous le sachiez. Cette définition est très intéressante, mais il se pose maintenant la question de la première infection, appelée aussi primo-infection, que nous étudierons plus précisément dans une leçon dédiée. Alors, il existe deux types de première infection. Tout d'abord, celle où l'utilisateur est responsable de l'infection suite à l'exécution du dropper, c'est-à-dire ce qui va lancer l'infection. Alors, l'utilisateur est généralement manipulé par des techniques d'ingénierie sociale qui sont très nombreuses. On peut citer par exemple le phishing, l'hameçonnage par mail, la réponse à des questionnaires pour gagner un smartphone, par exemple un iPhone, la copie d'un jeu, d'un logiciel transmise par mail ou sur des sites web, des sites de téléchargement ou des forums de discussion, et également la pornographie. Enfin, l'infection peut également se faire indépendamment de l'utilisateur. Dans ce cas, le virus exploitera des failles ou vulnérabilités. Maintenant que nous avons bien compris ce qui distinguait un virus d'un programme infectant simple, et avant de vous présenter la structure générale d'un virus, j'aimerais vous présenter le cas des infections simples.
Comme évoqué précédemment, voyons dans un premier temps le cas des infections simples. Alors, ces programmes s'installent simplement dans le système et l'installation se fait généralement et simultanément en mode résident. Donc, le processus est actif en mémoire de façon permanente. En mode furtif, par exemple, le processus n'est pas visible lors de l'affichage des processus en cours. Par exemple, à l'aide des commandes ps-ox sur les systèmes Linux ou Ctrl-Alt-Supr sur les systèmes Windows. Enfin, en mode persistant, c'est-à-dire qu'en cas d'effacement ou de désinstallation, le programme est capable de se réinstaller indépendamment d'un dropper. Par exemple, sous Windows, plusieurs copies de ce programme sont cachées dans les répertoires système et une ou plusieurs clés sont ajoutées dans la base de registre par le programme lors de l'installation initiale. Et c'est notamment le cas du cheval de Troie Back Orifice 2000 qui ajoute dans la base de registre la clé contenant le nom du fichier infecté, à savoir HKLM Software Microsoft Windows Current Version Run Services. De cette manière, à chaque démarrage de la machine, le module serveur est ainsi réactivé. Alors soyez rassurés, nous programmerons un cheval de Troie dans la section cheval de Troie pratique pour que vous puissiez programmer et ainsi mieux comprendre son fonctionnement après avoir vu la théorie des chevaux de Troie bien sûr. Mais dans un premier temps, nous commencerons par les bombes logiques. En ce qui concerne les bombes logiques, alors voyons un peu de théorie. Une bombe logique, parfois appelée soft bomb, est un programme infectant simple s'installant dans le système informatique cible et qui attend un événement appelé en général gâchette afin d'exécuter sa fonction offensive. L'événement attendu peut être une date système, des données particulières ou encore une action attendue d'un utilisateur ou d'un programme du système, comme par exemple l'ouverture d'un menu particulier, un clic, une séquence de lettres ou de chiffres, le lancement d'un logiciel, l'accès à un fichier particulier ou à une URL sur Internet, etc. Ces bombes sont généralement des dispositifs massivement destructeurs de données, mais parfois elles peuvent effectuer d'autres actions comme crypter les données du système d'information ou de la machine qui la contient. C'est le cas des cryptobombes. Certaines bombes logiques peuvent également être déclenchées à distance par un courriel ou tout autre protocole réseau. Par exemple, une bombe liée à la pile TCP/IP du système d'exploitation qui se déclenchera lorsque le champ data d'un paquet TCP/IP contiendra une information particulière. Les bombes logiques sont parfois utilisées comme telles. Cependant, de nombreux virus, vers et autres malwares embarquent parfois une ou plusieurs bombes logiques dans leur code. C'est donc des fonctions offensives ou plutôt des charges finales. Et les bombes logiques sont fréquemment utilisées pour soutirer de l'argent à une cible. Ça va de la société au particulier via du chantage. La société doit payer dans les prochaines heures pour ne pas perdre toutes ses données. Le particulier pour récupérer ses documents cryptés, etc. Il est important de noter que les antivirus détectent mal ces bombes logiques. En effet, tant qu'elles n'ont pas été activées, leur signature est inconnue. Ce sont en apparence de simples programmes, mais les techniques évoluées de lutte antivirale, comme l'analyse heuristique, l'émulation de code, que nous étudierons plus loin, sont condamnées à être constamment mises en défaut face à des bombes logiques inconnues. Alors passons maintenant à la pratique, et pour ce faire, nous allons programmer notre propre bombe logique afin de mieux comprendre le fonctionnement d'un tel programme.